Cette conférence s'intitule L'infirmière en première ligne, un lien avec les organismes communautaires. C'est Nevena Gregorovic qui va être la conférencière. Nevena, elle est infirmière clinicienne. Elle complète sa maîtrise de recherche en sciences de santé à l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi boursière de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux et elle effectue ses travaux sous la supervision de professeur Catherine Houdon, professeur Edith Ellefsen et professeur Maude-Christine Chouinard. Voilà. Alors, je lui cède la parole dès à présent. Super, merci beaucoup, Madame Lévesque. Donc, elle m'a très bien présentée. Je suis encore en ce moment étudiante là, officiellement sur mon projet de maîtrise, puisque là, j'ai eu un congé de maternité qui s'est joint un peu à tout ça et un deuxième qui s'en vient. Mais c'est ça, dans le fond, l'étude en tant que telle et les résultats sont complétés. Il manque juste la rédaction. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer un peu aujourd'hui. Initialement, même, on partait plus d'une étude qui était qualitative. Puis là, avec le contexte de la pandémie, ben, on ne pouvait pas mobiliser les infirmières en première ligne autant qu'on le souhaitait. Donc, on s'est adapté avec le contexte. Je pense que tout le monde l'a vécu un peu. Puis, on a décidé de prendre une approche différente, un peu plus théorique pour aller explorer un petit peu là, les infirmières en première ligne ainsi que les organismes communautaires. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ça, c'est le plan de la présentation d'aujourd'hui. C'est assez standard. Donc, je vais vous présenter la problématique avec ensuite le but, une recension des écrits qu'on a fait de façon préliminaire initialement. Puis ensuite, ben, va découler la méthodologie, les résultats et ce qui en suit. Donc, tout d'abord, on part du principe des maladies chroniques qui sont des affections vraiment de longue durée, qui évoluent lentement, mais qui sont la première cause de mortalité partout à travers le monde. Les maladies chroniques sont assez larges, donc ça peut inclure les cardiopathies, tout ce qui est les maladies pulmonaires obstructives chroniques, le diabète, les troubles cognitifs et même les troubles de santé mentale peuvent être inclus dans les maladies chroniques selon la définition que l'on va utiliser. Il y a évidemment des facteurs de risque qui sont associés aux maladies chroniques. Donc, on peut avoir des facteurs de risque qui sont tant individuels que dans la communauté. Là. Donc, la sédentarité, l'alimentation, mais ça peut être aussi l'environnement dans lequel on est au niveau communautaire également. Par la suite, il y a le terme multimorbidité ou comorbidité. Là. Dans le fond, c'est la présence de 2 maladies chroniques ou plus chez une même personne. Et là, dans le contexte de la population actuelle, on a une population qui est de plus en plus vieillissante, puis on a des personnes qui sont de plus en plus multimorbides. Donc, ce qui arrive, c'est que les personnes qui vivent avec des maladies chroniques sont les principaux utilisateurs des services dans le système de la santé actuellement. C'est sûr que cette utilisation-là va entraîner des conséquences tant sur la personne que sur le système de la santé en tant que tel. Donc, on a un potentiel de diminution de qualité de vie de la personne, plus de risques là, de décompensation, des visites médicales qui sont plus fréquentes, des hospitalisations qui sont plus fréquentes également. Puis, la coordination des soins devient plus difficile et évidemment, avec une utilisation plus fréquente du système de la santé, bien, on augmente les coûts associés au service. Donc, tout cela, ce que ça crée, c'est que c'est une prise en charge qui est vraiment de plus en plus complexe pour les professionnels de la santé. Donc, au Québec, comment est-ce qu'on fonctionne avec le système de la santé? On a évidemment la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, moi, je me suis intéressée particulièrement à la première ligne parce que c'est vraiment mis de l'avant-plan. C'est l'accès aux soins, c'est la porte d'entrée pour tout ce qui est soins et services sociaux à la population générale. Ça inclut, entre autres, les GMF, les cliniques, les CLSC, InfoSanté, etc. Puis, c'est un milieu où les soins sont prodigués tant par des infirmières, des médecins, des TS, des physiothérapeutes, ergo, etc. Donc, c'est un beau milieu interdisciplinaire. Particulièrement, on retrouve l'infirmière en première ligne qui collabore beaucoup avec le restant de l'équipe, mais qui occupe quand même un rôle important là, dans les soins qui sont faits pour les personnes vivant avec des maladies chroniques. Donc,
On dénote beaucoup d'activités qu'elle va effectuer, donc tant l'évaluation de la personne, la gestion des soins, la promotion de la santé. Bon, là, les termes qu'on utilise, c'est collaboration infirmière-médecin, mais c'est infirmière aussi avec toute l'équipe interdisciplinaire autour là, et qui sont présents dans les milieux de pratique. Puis, l'infirmière va également effectuer des activités de liaison aux organismes communautaires pour prendre en charge certains problèmes complexes pour les personnes vivant avec des maladies chroniques. Quand on parle d'activités de liaison des personnes aux organismes communautaires, on parle de la possibilité vraiment d'élargir les options qui pourraient être pertinentes afin de répondre à une problématique X chez la personne en l'orientant vers des organismes communautaires. Et quand on parle d'organismes communautaires, on parle d'organismes qui sont issus de la communauté, qui sont sans but lucratif, puis justement qui permettent une plus grande accessibilité aux ressources puis aux interventions qui sont proactives pour la population. Donc, malgré le fait que les activités de liaison sont pertinentes puis qu'il y a une certaine attente de la part de la population à être orientée vers des organismes communautaires, on voit dans la littérature que c'est des activités qui sont peu réalisées puis qu'il y a une absence de ligne directrice en général dans la première ligne pour venir orienter les professionnels de la santé. Donc, ça, ce que ça cause, c'est des visites qui sont plus fréquentes dans les services de la première ligne. Ça entraîne des hospitalisations plus fréquentes et encore une fois, des coûts qui sont plus élevés. Donc, on vient à décider que ça pourrait être pertinent, en fait, de venir décrire le rôle des infirmières en première ligne concernant les activités de liaison entre les personnes vivant avec des maladies chroniques et les organismes communautaires. Donc, pour ce faire, on a commencé par une première recension des écrits préliminaires pour se donner un peu une idée de qu'est-ce qui existe actuellement au niveau de la littérature sur ce sujet-là. Donc, on a ciblé des bases de données plus médicales, puis avec les mots-clés, on est allé rechercher vraiment tout ce qui avait attrait à l'infirmière, à la liaison et les organismes communautaires ainsi que la première ligne. On a inclus des synonymes là-dedans. On est quand même allé assez large au niveau des années. Puis, on n'a pas trouvé aucun article vraiment qui était centré sur ces 4 thèmes-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre une deuxième recension avec des critères un petit peu plus élargis, y aller justement dans les bases de données, remplacer l'infirmière par le professionnel de la santé. Puis, quand même, on est seulement ressorti avec 5 articles. On se concentrait quand même encore sur organismes communautaires, la liaison, puis la première ligne également. Donc, ce qui est ressorti de ces 5 articles-là, c'est ce qu'il y a dans le tableau actuellement. Donc, c'était quand même un bon mélange d'articles au niveau des années et puis des pays et tout ça. Puis, si on le résume, dans le fond, ce qui est ressorti de ces articles-là, c'est cette figure-ci. Donc, on avait les activités de liaison qui étaient composées vraiment de l'évaluation, la connaissance des organismes, conseiller les patients, les référer, puis effectuer un suivi, avec aussi des facteurs qui venaient influencer la pratique de ces activités de liaison. Donc, selon les 5 articles qui sont retenus, on voyait que la liaison des personnes aux organismes communautaires, c'était considéré comme une activité en première ligne, mais que certains professionnels n'étaient pas nécessairement en accord quant à la pratique de ce type d'activité-là. On voyait également que c'était nommé que le professionnel doit soutenir l'utilisation des organismes communautaires pour que les activités de liaison soient pratiquées. Donc, je vous ai nommé tout à l'heure les activités de liaison qui ressortaient suite à ces 5 articles-là. On avait évaluer, connaître les organismes, conseiller, référer et effectuer un suivi. Puis les principales barrières vécues qu'on arrivait à identifier, c'était des contraintes administratives, des connaissances limitées reliées aux organismes, des manques de formation, des absences d'outils standardisés. Cette recension-là, en fait, nous a quand même permis d'identifier certaines limites par rapport à l'approche qu'on avait sur le sujet de recherche. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un intérêt
très concentré sur les activités de liaison, puis que de la façon qu'on faisait notre recension, on n'en venait qu'à exclure tout ce qui était les activités de coordination et de navigation. Ces activités-là permettent une prise en charge du patient également, puis souvent les activités de liaison vont venir s'inclure dans les activités de coordination et de navigation, qui sont beaucoup plus complexes là, dans la gestion des soins pour l'usager. Puis, on s'est également rendu compte que centrer notre recension sur l'infirmière en première ligne, ça nous restreignait beaucoup. Donc, il fallait inclure davantage le concept d'interdisciplinarité parce que c'est un concept qui est très présent en première ligne également. Donc, on ne pouvait pas s'en détacher, là, même si on voulait se concentrer un peu plus sur l'infirmière puisqu'on savait que c'était un peu plus inconnu. Ben, on a réalisé qu'on avait quand même besoin d'avoir un point de vue d'ensemble sur ce qui se passe au niveau des milieux de pratique. Donc, c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait une pertinence quand même à s'intéresser davantage à la description des activités de liaison en première ligne, mais dans un contexte un peu plus interdisciplinaire. Donc, la méthodologie qu'on a choisi d'adopter, c'était un examen de la portée, qui sont une méthode en 6 étapes basée sur Arksey et O'Malley, ainsi que Lévesque, Coughlin et O'Brien. Donc, voici les 6 étapes là, que nous avons effectuées. Tout d'abord, la première étape, c'était d'établir la question de recherche. Donc, on se questionnait sur quelles sont les activités de liaison des infirmières, quels sont les principaux éléments facilitateurs et les barrières associées aux activités de liaison. Puis, quelles sont les activités de liaison effectuées par les autres intervenants en première ligne? On a modifié notre stratégie de recherche. En fait, on est allé voir deux spécialistes là, en recherche dans les bases de données de façon indépendante afin de valider vraiment qu'on ait une stratégie qui soit vraiment complète. Puis, il y a 3 éléments vraiment sur lesquels on a porté une attention. Tout d'abord, c'était tout ce qui était organismes communautaires, les liens aux organismes communautaires également. Ensuite, il y avait tous les types de professionnels de la santé que l'on peut retrouver en première ligne. Puis par la suite, il y avait également le thème de la référence, la liaison, et on a inclus à ce moment-là tout ce qui était navigation, coordination, soins intégrés, etc. Ensuite, avec cette stratégie de recherche-là, on a effectué la sélection des études qui sont ressorties. Cette sélection-là, elle s'est effectuée par 2 chercheurs selon des critères d'inclusion et d'exclusion qu'on avait préétablis. Mais en même temps, on venait les modifier au fur et à mesure selon ce qui ressortait là, parmi les études. Puis, on faisait ça de façon indépendante et on venait comparer nos résultats par la suite en discutant des désaccords. Là. Puis, on pouvait aller chercher une tierce personne si jamais on ne s'entendait pas. Donc, ça, c'est les critères d'inclusion et d'exclusion que nous avons décidé d'utiliser. Donc, il y a les critères généraux, mais principalement, en fait, on voulait cibler les personnes qui vivaient avec des maladies chroniques ou qui présentaient des facteurs de risque qui sont associés parce que ça a une grande incidence sur les maladies chroniques. On priorisait tout ce qui était description d'activités de liaison qui étaient transférables dans un autre contexte puisque la première ligne est assez large. Puis, soit les articles pouvaient fournir une description des activités de liaison ou une description des barrières et des facilitants. On excluait tout ce qui était l'urgence puis la liaison effectuée auprès de d'autres services que les organismes communautaires. Donc, ce qui est ressorti de tout ça, après toute la sélection des études, en fait, c'est qu'on a fini par inclure 28 articles pour notre examen de la portée. Donc, ça, c'est des tableaux qui vont présenter un petit peu une brève description là, de chacun des articles qui ont été inclus là, au niveau de notre étude. Mais je vais vous présenter un petit peu plus un meilleur résumé là, parce que c'est quand même assez étoffé. Donc, ce qui est ressorti des études retenues, c'est que c'était des études majoritairement en provenance des États-Unis. Donc, on en avait quand même 15 là, sur 28 qui provenaient des États-Unis. Il y avait peu d'études qui provenaient du Canada, seulement 4. Les années de publication étaient quand même très variables. Donc, ça passait de 1993 à 2020. Il y avait une grande variété d'intervenants qui étaient inclus. Et dans ces intervenants-là, il y avait 16 études qui incluaient l'infirmière sur 28.
Puis, au niveau des maladies chroniques et des facteurs de risque, on s'est rendu compte que très souvent aussi, les proches aidants étaient inclus là, dans les patients là, ciblés. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait les données et on a analysé ces résultats-là. Donc, on est allé sur une approche thématique inductive. C'était un processus qui était itératif. Donc, on s'adaptait au fur et à mesure en fonction aussi de ce qui ressortait là, au niveau des résultats lorsque l'on analysait là, les articles. Ça a été effectué par 2 chercheurs, puis on avait des rencontres afin de s'assurer évidemment qu'on avait une bonne standardisation au niveau de l'extraction des données. S'il y avait des désaccords, ben, on les a validés avec un 3e chercheur. Puis, ce qu'on a fait, c'est que les résultats qui ressortaient, on les a organisés sous forme de concepts émergents, puis on a fourni une description détaillée de chacun des concepts. Par la suite, une fois qu'on a fait ressortir nos résultats, je vais vous parler tout de suite de l'étape de consultation avant de passer à la présentation des résultats. Donc, on a fait cette étape-ci. Nous, notre but avec l'étape de consultation, c'était vraiment de présenter nos résultats, puis d'explorer un peu le sens qu'ils peuvent apporter, surtout dans les milieux cliniques. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui en ressort, quel message est-ce que nos résultats vont apporter pour les cliniciens, quels seraient les prochains éléments à explorer pour fournir un soutien clinique qui va être vraiment approprié par rapport au sujet d'étude dans les milieux pratiques. Donc, on a ciblé des infirmières et des infirmiers qui avaient de l'expérience en première ligne, mais également une expérience puis une expertise en recherche. On a fait une visioconférence là, avec, dans le fond, 5 participants, puis avec une période d'échange où est-ce que les gens venaient ressortir justement leur ressenti par rapport aux résultats qu'on leur présentait. Principalement, c'est un résumé quand même, mais ce qu'on a ressorti, c'est les gens percevaient une bonne complexité puis une interrelation entre les différents types d'activités de liaison. Puis on percevait aussi une nécessité d'adapter les facteurs d'influence au contexte de soins qui est davantage local puis qui va avoir une influence aussi sur la pratique des activités. Puis tout le monde a pu dénoter et a perçu là, que la collaboration et l'interdisciplinarité étaient très présentes, surtout lors de prises en charge qui étaient plus complexes. Donc, au niveau des résultats, ce qui est ressorti est quand même similaire par rapport à la figure que je vous ai présentée lors de notre première recension des écrits, mais qui c'est quand même un peu plus étoffé. Donc, on commence là avec la connaissance des services, l'identification, l'évaluation, l'information, planification, référence, suivi. Tout ça basé sur la collaboration et évidemment des facilitants et des barrières qui vont venir influencer la pratique des activités. C'est intéressant de noter que tous ces thèmes-là font quand même partie du champ exercice infirmier. Donc, tout d'abord, il y a l'aspect de connaître les services. Donc, c'est au niveau du professionnel de la santé, c'est de connaître l'offre de services des organismes locaux. C'est également de connaître les personnes qui sont ciblées par ces services-là, connaître les critères d'admissibilité, comment est-ce qu'on fonctionne avec l'organisme communautaire, par exemple, ça peut être la façon de les contacter, comment est-ce qu'on s'oriente là-dessus, est-ce que c'est un fax, est-ce que c'est un appel, c'est une personne à rejoindre, c'est un exemple. Quelles sont les disponibilités des services, puis c'est également de connaître le personnel dans les organismes communautaires. Par la suite, on a l'étape d'identification qui vise vraiment à identifier les personnes qui pourraient profiter des services d'organismes communautaires. Dans le fond, c'est de cibler pour qui est-ce que les organismes communautaires seraient pertinents parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, on se base beaucoup sur leur diagnostic, sur leurs raisons de consultation lorsqu'ils s'en vont, par exemple, soit au GMF ou au CLSC. C'est quoi les facteurs de risque qui sont connus? Puis également, c'est quoi leur environnement? Donc, est-ce qu'ils ont un réseau, du soutien qui est disponible? Est-ce qu'il y a des besoins identifiés selon le milieu dans lequel ils résident? Des choses comme ça. Par la suite, il y a l'étape d'évaluation. Donc, c'est une rencontre là, qui est faite entre le professionnel de la santé et la personne. Donc, c'est vraiment une conversation pour venir définir c'est quoi les besoins du patient. C'est de venir identifier c'est quoi ses forces, puis c'est quoi les facteurs de risque que la personne
présente, c'est également d'évaluer vraiment toutes les sphères au niveau de sa vie. Puis ça va permettre en même temps de venir parfois identifier d'autres besoins qui ne sont pas nécessairement nommés par la personne, mais c'est ça, vraiment venir faire un tour de tout l'environnement de l'individu, va venir parfois, c'est ça, présenter d'autres besoins qui n'étaient pas perçus de façon directe. Parmi toutes ces sphères-là, on a le réseau, le psychosocial, tout ce qui est financier, les activités de la vie domestique, quotidien également. Également aussi la gestion de la maladie. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut identifier un peu le niveau de motivation de la personne à vouloir s'impliquer dans les activités là, de liaison. Ensuite, souvent lors de la même rencontre, il va y avoir une période d'information. En fait, c'est vraiment plus de l'enseignement qu'on va venir offrir à la personne. On va l'informer sur quels organismes communautaires pourraient être pertinents pour répondre à quels besoins qui ont été identifiés auparavant. Donc, on va venir présenter les différents services des organismes communautaires qu'on juge pertinents pour la personne. On va venir les décrire brièvement, comment ça fonctionne, c'est quoi les services, puis c'est quoi le potentiel qui pourrait être offert, dans le fond, aux patients. Une fois qu'on a présenté les options potentielles pour la personne, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une prise de décision qui va être partagée pour déterminer c'est quoi un peu le plan vers lequel on veut se diriger. Donc, c'est de déterminer sur quels besoins est-ce qu'on veut intervenir parce que ce n'est pas toujours tous les besoins identifiés qui sont pertinents pour l'individu non plus. Donc, on va venir cibler sur quoi est-ce qu'on veut travailler, préciser également quel type de service la personne accepte de recevoir ou non, définir comment est-ce qu'on va procéder pour obtenir les services. Donc, est-ce que c'est la personne qui va faire les démarches pour aller chercher les organismes communautaires? Est-ce que c'est le professionnel de la santé qui va faire le pont avec l'organisme pour aller chercher les services pour la personne? Puis également, déterminer un peu c'est quoi les attentes de la personne par rapport aux services qu'on va venir instaurer pour elle. C'est à ce moment-là aussi que ça peut être pertinent de vraiment créer un plan de soins qu'on va laisser au dossier de l'individu pour vraiment avoir un suivi, puis justement pour avoir une idée tout le temps des besoins puis des services qu'on a entamés. Donc, ce qui est pertinent aussi ici, c'est qu'il y a vraiment, dans l'étape de planification, là, le concept de collaboration que je vais présenter plus tard est très présent. Donc, une fois qu'on a planifié les besoins ainsi que les services qu'on va instaurer pour y répondre, il vient l'étape de la référence. Donc, comme je vous l'ai nommé tout à l'heure, on identifie préalablement comment est-ce qu'on va procéder pour instaurer les services. Mais c'est à ce moment-là que si on décide que c'est l'individu lui-même qui va aller chercher les services à l'organisme communautaire, on s'assure de lui fournir les informations pertinentes pour le faire de façon autonome. Sinon, on peut contacter un intervenant qui va être davantage responsable de la démarche auprès de l'organisme communautaire. Donc, c'est comme une troisième personne, là, un pont entre le professionnel de la santé et l'organisme communautaire. Ou sinon, c'est possible également au professionnel de la santé lui-même d'aller contacter l'organisme pour mettre en place les services. Une fois que les services sont instaurés, il y a un suivi à effectuer là, par les professionnels de la santé en première ligne. Donc, le suivi, on l'effectue auprès de la personne, puis auprès de l'organisme également lequel on a rejoint pour instaurer les services. Donc, on va faire un suivi pour voir est-ce que les services ont bel et bien été instaurés. Est-ce qu'il y a eu une barrière à l'accès de services, par exemple des critères d'éligibilité ou des choses comme ça? C'est quoi l'implication de la personne? Parce que parfois, un individu va accepter les services, mais finalement, une fois qu'ils sont instaurés, l'ouverture n'est plus autant là ou la motivation n'est plus présente comme elle l'était lors de l'étape d'évaluation. Ensuite, c'est également d'identifier est-ce qu'il y a eu des enjeux qui ont été vécus tant par le patient que par le personnel des organismes communautaires. Puis c'est de voir est-ce que les services répondent encore aux besoins de la personne, est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui sont apparus qui nécessiteraient peut-être d'autres démarches pour d'autres services d'organismes communautaires. Finalement, toutes ces étapes-là sont vraiment basées sur un principe de collaboration. Donc,
C'est tant avec les autres professionnels de la santé, par exemple pour identifier les personnes vivant avec des maladies chroniques, que même initier la liaison aux organismes communautaires, que ça peut être aussi avec les organismes en tant que tels pour effectuer le suivi puis de maintenir une bonne relation interorganisationnelle. Donc, ce qui a été perçu là, avec l'analyse des résultats au niveau des rôles de chacun des professionnels de la santé, c'est un aspect qui n'était pas très développé, je vous dirais, là, au niveau des articles. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était bien présenté, puis c'était pas clair. Donc, c'était souvent, on dirait, plus basé sur un ressenti ou sur la perception que les chercheurs avaient du rôle de chacun des professionnels de la santé, plutôt qu'être vraiment basé sur une certaine façon de faire ou une certaine méthodologie, là. Donc, souvent, ce qu'on a perçu, c'est qu'au niveau du médecin traitant, c'était lui qui prenait en charge tout ce qui avait une incidence sur la situation de santé générale du patient, mais c'était également lui qui avait un rôle de coordination des services, puis qui venait chercher les intervenants pertinents selon le besoin de la personne, puis qui venait justement venir chercher leur collaboration dans le dossier. Au niveau de l'infirmière, c'était principalement un sujet sur lequel on s'intéressait, c'est qu'on a vu que l'infirmière était davantage impliquée quand c'était le temps de prendre en charge des facteurs qui ont vraiment une incidence sur la situation de santé de la personne et même aussi sur son entourage. On a également vu beaucoup d'articles qui avaient des travailleurs sociaux qui étaient inclus, puis souvent, c'était davantage une prise en charge des facteurs psychosociaux de la personne et de son entourage qui était ciblé pour les travailleurs sociaux. Il y avait également le rôle d'organisateur communautaire. Ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, dans le fond, c'est comme un peu un point d'accès central au service. C'est une personne qui fait le pont entre les professionnels de la santé et les organismes communautaires. Donc, il y avait toujours cette possibilité-là également, parfois, qu'il y ait une personne qui était comme le point de référence pour les organismes communautaires locaux. Et on a vu également physiothérapeutes, ergothérapeutes, qu'eux autres étaient impliqués davantage lorsque c'était le temps de gérer le maintien des capacités d'autonomie fonctionnelle de la personne dans sa communauté. Également, il y avait des nutritionnistes qui prenaient en charge davantage les facteurs nutritionnels de la personne. Il y avait également d'autres membres de l'équipe qui pouvaient contribuer aux activités. On avait des pharmaciens, on avait les agentes administratives, vraiment toute l'équipe des cliniques là, pouvait être mobilisée afin d'effectuer la pratique des activités de liaison. Par la suite, au niveau des facteurs qui venaient influencer la pratique, on les a séparés là, en quelques critères. Donc, tout d'abord, il y avait tout ce qui était les éléments personnels qui allaient venir influencer. Je vous ai nommé seulement quelques exemples parce que les facteurs d'influence, autant les barrières que les facilitants, étaient énormément décrits. Par rapport même aux activités de liaison, c'était beaucoup plus décrit. Donc, il y en a quand même beaucoup. Je vous ai mis seulement quelques exemples pour alléger un peu la présentation d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vous ai parlé des facteurs d'influence plus personnels. Donc, ça peut être tant associé aux professionnels de la santé qu'aux patients. Par exemple, les facteurs d'influence personnelle du professionnel de la santé peuvent être ses croyances, ça peut être ses études, le nombre d'années de pratique, puis ça peut être également son opinion par rapport aux activités de liaison. Les facteurs d'influence personnelle pour le patient, c'est son niveau de motivation, par exemple, c'est est-ce qu'il présente des limites associées à son diagnostic ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'impliquer dans la gestion de soins. Et puis, justement, c'est son niveau d'implication, à savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est quand même autonome dans la gestion là, de sa maladie ou est-ce que c'est quelqu'un qui nécessite davantage une prise en charge plus complexe pour répondre à ses besoins. Par la suite, il y avait la pratique professionnelle qui venait influencer les activités de liaison. Donc, par exemple, la charge de travail des professionnels de la santé en première ligne. Est-ce qu'ils ont accès à des formations sur les activités de liaison également? Ensuite, il y avait le milieu en tant que tel qui venait avoir une influence. Donc, quand on pensait à la première ligne, on pensait au roulement de personnel. Par exemple, s'il y a un grand roulement de personnel, c'est plus difficile là, d'instaurer des activités de liaison parce que c'est quand même un processus qui est complexe et complet, qui nécessite un certain suivi. Donc, quand il y a un roulement, c'est sûr que le suivi est plus difficile à effectuer. Il y avait également le temps clinique qu'on allouait aux activités de liaison. Donc, c'est sûr que si
mais par exemple, les professionnels de la santé ont des possibilités de rencontrer leurs patients aux 15 minutes, 20 minutes, bien, ça se peut que ça ne soit pas tout le temps suffisant pour entamer des activités de liaison avec, justement avec les patients. Ensuite, au niveau du milieu, il y avait également tout ce qui était organismes communautaires. Donc, c'était où est-ce que les organismes sont localisés? Est-ce qu'ils sont accessibles par certaines formes de transport? Donc, parfois, il y avait des enjeux qu'on percevait dans les articles. Plus les organismes communautaires étaient localisés proches de la première ligne, plus c'était accessible pour les patients. Puis, parfois, il y avait des organismes communautaires qui venaient offrir le transport également aux patients, surtout ceux qui ont des diagnostics qui sont très complexes ou est-ce que la mobilité est plus réduite. C'était quelque chose qui était pertinent pour venir instaurer les services. Ensuite, il y a également, par exemple, la capacité des organismes à répondre aux besoins. Donc, oui, ils offrent un certain service, mais est-ce qu'ils ont la capacité de répondre à toutes les demandes de services qui vont leur être envoyées? Ça aussi, c'est un facteur qui va influencer là, la pratique des activités. Ensuite, il y avait tout ce qui était le principe de partenariat. Il y avait le partenariat entre le professionnel de la santé et le patient. Donc, par exemple, s'il y avait une relation de confiance qui était déjà établie, bien, la pratique des activités de liaison était plus facile. Également, s'il y avait une implication vraiment mutuelle dans l'identification des besoins, c'était plus facile que si c'était parfois simplement le professionnel de la santé qui venait identifier certains besoins qu'il percevait chez la personne, puis essayer d'instaurer des services à ce moment-là. Mais la collaboration du patient peut être plus ardue parce que ce n'est pas nécessairement ces besoins-là qu'il prioriserait. Ensuite, au niveau du partenariat, on pouvait retrouver un partenariat entre le professionnel de la santé et les organismes communautaires. Donc, c'était de s'assurer vraiment de clarifier l'implication de chacun. Donc, justement, qui fait le suivi, puis qui fait les démarches vraiment pour instaurer les services. Puis, un bon exemple d'un facilitant là, pour le partenariat entre les professionnels de la santé en première ligne et les organismes communautaires, c'était des modèles de communication standardisés. Donc, souvent, quand on sait que, par exemple, il y a soit une personne dans l'organisme communautaire à qui on se réfère pour faire les références. Par exemple, s'il y a une feuille, là, un fax standardisé que l'on envoie pour la demande de service, ça venait faciliter la pratique des activités de liaison. Ensuite, il y avait un partenariat entre le patient et l'organisme communautaire. Principalement, ce qui allait venir influencer, c'était la facilité de communication. Donc, même si on instaure, par exemple, des services pour un individu avec un certain organisme communautaire, si quand il appelle, par exemple, à l'organisme, puis ça ne répond pas, il n'est pas en mesure de parler avec quelqu'un, et à l'inverse, l'organisme essaie de rejoindre la personne, il n'y a pas de réponse, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça va venir influencer là, la pratique des activités de liaison. Finalement, le dernier type de partenariat, c'était entre les divers professionnels de la santé en première ligne. Donc, les éléments qui allaient venir vraiment influencer la pratique des activités de liaison, c'était le potentiel de reconnaître l'implication de tous les professionnels de la santé dans la première ligne pour la pratique des activités de liaison. Puis, c'était également de reconnaître la variété des rôles. Donc, c'est pas juste... par exemple, là, ça pouvait arriver que certains médecins vont venir aller chercher une infirmière pour effectuer l'activité de liaison, alors que le patient va démontrer des besoins davantage psychosociaux. Mais puisqu'on dirait que certaines collaborations sont plus fréquentes, on a le réflexe d'aller les chercher davantage. Il y avait également la diversité dans l'expérience. Donc, c'était super pertinent, par exemple, lorsqu'il y avait des professionnels de la santé qui avaient une grande expérience dans les activités de liaison, justement, qu'il y ait un partenariat avec des professionnels de la santé qui en faisaient moins. Comme ça venait vraiment là, étendre là, le développement de connaissances, tant au niveau de la clinique en tant que telle, mais à travers la première ligne également. Donc, ça venait justement encourager la pratique des activités de liaison. Finalement, il y a des influences qui sont davantage contextuelles, qui vont venir impacter là, la pratique des activités de liaison. Donc, on pense entre autres justement à l'économie, qui va venir en fait influencer est-ce qu'il va y avoir des coupures dans certains services ou non, justement. Est-ce qu'on va avoir des programmes gouvernementaux, certains modes de remboursement, tant par les assurances personnelles et autres.
Puis également aussi la standardisation de la communication interorganisationnelle. Donc, quand c'est difficile d'avoir accès aux dossiers à travers différentes organisations, bien, les suivis sont plus difficiles aussi. Puis quand on n'a pas un modèle de communication qui est stable et connu de tous à travers les différents milieux, bien, c'est également plus difficile. Donc, c'est sûr que des activités de liaison, où est-ce que ça nécessite un suivi dans la trajectoire d'un individu, puis ça nécessite beaucoup de communication, bien, à ce moment-là, c'est plus difficile également pour tout le monde d'avoir accès à toute l'information dont ils ont besoin. Donc, au final, ce qui est ressorti de notre examen de la portée, c'est vraiment 28 articles qui venaient décrire tant les activités de liaison que les facteurs d'influence en première ligne. Ici, je vous représente à nouveau là, les activités de liaison qui sont ressorties, les 8 activités, puis également les types là, de facteurs d'influence. On a également identifié, dans le fond, que l'implication de chaque professionnel de la santé est propre à son champ d'expertise, puis au potentiel qu'il peut apporter dans la prise en charge des soins là, pour chaque patient. Puis également, selon d'autres études, les professionnels de la santé devraient également prioriser les personnes qui vont présenter vraiment des problèmes qui sont variés et concomitants. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, du jour au lendemain, on pourrait pratiquer les activités de liaison pour tous les patients de nos milieux, puis tout irait super bien, mais dans un contexte où est-ce qu'on est plus restreint, puis où est-ce qu'on est plus limité avec les ressources et le temps qu'on a, ça peut être pertinent de cibler à ce moment-là les patients qui ont des besoins qui sont plus complexes, qui sont plus variés. Puis en fait, c'est de garder en tête les principaux utilisateurs du réseau de la santé à travers justement les patients que l'on voit. Également, ça a été nommé là, que dans le fond, impliquer les professionnels de la santé dans les comités organisationnels pour favoriser même l'instauration des activités de liaison, bien, ça va donner une très bonne base pour la pratique des activités de liaison, puis l'importance que les milieux vont venir accorder à ces activités-là également. Puis, il y avait des études également qui ont été faites sur l'impact que les activités de liaison peuvent avoir sur la personne qui vit avec des maladies chroniques. Donc, il y avait tant une diminution de l'isolement et des problèmes psychosociaux, une implication dans la collectivité, un maintien également de l'autonomie à domicile de la personne, quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus présent même au niveau gouvernemental. Là, on essaie de cibler l'autonomie et le maintien à domicile. Donc, les activités de liaison venaient aider dans ce sens-là. Une meilleure gestion des symptômes, puis une meilleure perception de la maladie, parce que les activités de liaison souvent sont très proactives, sont présentes, c'est encouragé qu'elles soient présentes dès le diagnostic de l'individu. Donc, plus on en parle, ben, meilleure la perception de la maladie va être. Donc, il va y avoir les petits tabous, par exemple, souvent avec le premier diagnostic et tout ça, qui ne resteront pas aussi longtemps que, justement, si on n'en parlait pas de façon proactive comme ça. Il y a également une belle création d'un réseau de soutien autour des individus qui se crée, donc tant la première ligne que les organismes communautaires, que justement le réseau de soutien de l'individu lui-même qui va souvent être impliqué également dans la gestion des services. Les forces de notre étude qu'on a effectuée, en fait, cibler un devis qui est un examen de la portée nous a permis vraiment de faire une recherche sur un large éventail de la littérature sur un sujet qu'on a identifié préalablement qui était très spécifique. Donc, ça nous a permis vraiment d'y aller très large pour essayer de retrouver le plus d'informations possible par rapport au sujet, puisque initialement, c'était quelque chose de très restreint. Effectuer une analyse thématique inductive aussi nous a permis de ressortir vraiment tout le potentiel, la description des résultats qu'on pouvait trouver dans les articles analysés. Puis le fait qu'on ait inclus le concept d'interdisciplinarité nous a vraiment permis d'aller rejoindre davantage d'articles et d'études lors de notre recherche. Puis c'est comme ça que ça nous a permis, c'est l'angle de l'interdisciplinarité qui nous a permis de venir décrire davantage le rôle de l'infirmière, puisque justement, il y a tellement une grande collaboration des professionnels de la santé dans la première ligne que c'est nécessaire un peu, on dirait, de se positionner sur qu'est-ce que tout le monde fait
pour justement identifier spécifiquement un des professionnels de la santé jusqu'où sont ses limites par rapport à l'implication qu'elle devrait avoir ou jusqu'où est-ce qu'on peut se rendre dans la pratique des activités. Au niveau des limites, on a réalisé qu'il y a quand même une manque de diversité au niveau des pays d'origine dans les études qui ont été incluses, dans le sens qu'une majorité provenait des États-Unis. On s'attendait à avoir davantage, par exemple, en provenance de Royaume-Uni, de certains pays là, en Europe et même au niveau du Canada, parce que c'est quelque chose, les activités de liaison, qui est très poussé puis qui est en grand développement de façon quand même exponentielle, là, surtout en Europe. Donc, je m'attendais à en voir davantage, mais pour l'instant, c'était davantage plus centré sur les États-Unis. Il y avait beaucoup, pratiquement là, la moitié des études là, qui dataient de 2010 et moins. Puis, il y avait un grand focus sur implanter un concept de changement dans le milieu pratique versus la description de l'intervention qui venait à apporter ce changement-là. Donc, c'est ce qui a été quand même restrictif au niveau des résultats qu'on a ressortis, c'est qu'il y a quand même un grand intérêt à vouloir changer la pratique, mais il n'y a pas de description justement sur pourquoi est-ce qu'on a ciblé ces professionnels de la santé-là, pourquoi est-ce qu'on a déterminé un mode de fonctionnement ainsi, qu'est-ce qu'on vise à aller accomplir avec l'instauration d'activités de liaison, c'est quoi l'étape, le processus clair qu'on veut implanter. Donc, il n'y avait pas beaucoup de description à ce niveau-là, puis c'était davantage justement concentré sur les changements que ça pouvait apporter dans le milieu de pratique. Donc, pour conclure, notre description des activités de liaison, ça présente un processus qui est très structuré, qui est continu, puis qui est proactif dans la prise en charge des besoins de la personne vivant avec des maladies chroniques. Puis, les activités de liaison offrent une possibilité de réduire la complexité de gestion des maladies chroniques par la collaboration continue. Donc, souvent, on voyait qu'on va inclure davantage de professionnels de la santé, plus la complexité de la gestion des maladies chroniques s'élevait. Donc, on pouvait percevoir ça comme chaque professionnel de la santé, lorsqu'il atteignait un peu la limite de son champ d'expertise, venait rechercher la collaboration et l'aide d'autres professionnels de la santé qui pouvaient être complémentaires à son champ de pratique, puis qui pouvaient être très pertinents pour la réponse aux besoins de l'individu. Puis, ce qu'on en ressort de tout ça pour des petites pistes là, potentielles dans le futur, ça serait peut-être davantage de se concentrer davantage sur la description de l'implication attendue des divers professionnels de la santé. Les futures études, ça serait intéressant de voir vraiment davantage de stratégies qui ont été mises en place pour adresser les barrières à la pratique, parce qu'il y avait on en a eu beaucoup, là, des barrières, des facilitants très bien listés sur qu'est-ce qu'on peut retrouver, mais comment les adresser ou comment les potentialiser, ça, il n'y en avait pas beaucoup de descriptions à ce niveau-là. Puis également, c'est sûr qu'une plus grande implication directement des milieux, donc de la première ligne et même du système de la santé, ainsi que des instances gouvernementales pour venir supporter puis donner une bonne base puis un bon visuel à la pratique des activités de liaison, c'est sûr que ça va venir aider là, au final la pratique directe dans les milieux cliniques.